Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Camara. Très heureux de vous rencontrer. C'est partagé. Vous êtes l'une des incarnations de cette volonté du chef de l'État d'appeler les jeunes autour de lui. Oui, en effet, et j'en suis fier. Ça fait honneur. Et je lui en remercie pour cette marque de confiance. Merci, monsieur le ministre. Merci. Mesdames, messieurs, bonsoir. Pour rendre le gouvernement plus efficace et plus attentif aux désirs des citoyens, telle est la volonté exprimée par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Mais dans une situation de récession économique marquée par un déficit public, comment faire face à toutes les demandes? Pourquoi les négociations syndicales actuelles butent sur la question du prix du carburant à la pompe? Pour comprendre la réponse ou la réaction des politiques, nous allons une fois interroger les réalités économiques à travers Monsieur le ministre du Budget. Docteur Mohamed Lamine Doumbouya est notre invité. Bienvenue, monsieur le ministre, sur notre plateau. Merci, monsieur Camara. Bienvenue à tous. La première question adressée à monsieur le ministre. Vous avez été d'abord, il faut le rappeler, enseignant pendant 2 ou 3 ans à Ottawa, au Canada. Mais aussi, votre dernier poste, c'est celui du conseiller spécial à la primature en charge des questions monétaires et bancaires. Aujourd'hui, vous assumez des charges politiques. Monsieur le ministre, comment vous vous sentez dans ce manteau? Disons bien, si vous voulez, ça s'inscrit dans la continuité des responsabilités qui sont désormais au niveau du gouvernement. Et moi, en tant qu'ancien conseiller spécial et aujourd'hui ministre du Budget, je prends ça comme un nouveau défi et une responsabilité de plus de servir mon pays et aux côtés du président de la République afin de pouvoir participer à la construction économique de la Guinée. Juste après des années de crise socio-économique, on se dit qu'il faut relancer l'économie et essayer de créer davantage d'emplois, favoriser éventuellement l'insertion socio-économique des populations et aller dans le sens de l'amélioration du bien-être des populations. Donc, vous quittez derrière les rideaux, monsieur le ministre. Vous et même vos collègues du nouveau gouvernement dirigé par monsieur Mamadi Youla, vous n'avez pas du tout bénéficié des périodes de grâce habituelles qu'on accorde à ceux qui prennent des responsabilités à ce niveau, parce que directement, vous avez été amené à participer à des négociations syndicales les plus tendues depuis 2010 quand même dans notre pays. Monsieur le ministre, un tel accueil n'était pas quand même dans les prévisions. Non, pas du tout. Mais en même temps, au nom de la continuité de l'État, on se doit de l'assumer. Tout simplement parce que c'est tout à fait de nos responsabilités de faire face à des défis pareils. Vous savez, ce qui est facile n'est pas souvent ce qui est bon. Mais à partir du moment où c'est une responsabilité, nous l'assumons. Bon, le contexte, comme vous le dites, est tendu. Il est particulier parce que nous sortons de 2 années de crise Ebola. Nous sortons aussi des élections présidentielles. Et du coup, les différents chocs auxquels notre économie a été exposée ne sont pas sans conséquences. Et ce sont ces conséquences que nous gérons dans l'espoir justement d'aller sur de nouvelles bases et de reconstruire. D'ailleurs, je pense que c'est la principale mission qui a été assignée au Premier ministre Mamadi Youla, de reconstruire l'économie. Et cette reconstruction va de pair, bien sûr, avec les efforts que nous déploierons de part et d'autre au niveau des différents secteurs. Votre département sera beaucoup sollicité dans cet effort de reconstruction. Vous êtes monsieur dépenses et monsieur recettes. Donc, de ce gouvernement, la demande sociale s'appuie aujourd'hui principalement sur le principe de flexibilité du prix du carburant en Guinée. Pourquoi le gouvernement voit que c'est une demande peut-être difficile, mais dangereuse? Alors, le principe de flexibilité, oui, mais dans une situation normale.
je vous l'accorde. Mais sauf que dans ce cas-ci, le contexte est vraiment particulier. Et comme je vous le disais, nous sortons de 2 années de crise économique et en même temps, l'État, depuis de 2011 à 2015, mi-2015, l'État a subventionné le carburant dont vous faites allusion à hauteur de 500 milliards. L'État subventionne l'eau, l'État subventionne le courant, l'État subventionne le riz. L'État subventionne, l'État est parvenu éventuellement au cours des autres mêmes périodes à augmenter les salaires de 140%. Donc tout ça, c'est des charges de plus. De 2010 à 2010 maintenant. Justement. Tout ça, c'est des charges qui ne sont pas sans conséquences, si vous voyez bien. Donc en plus, on a été amené, pour relancer l'économie, à consentir à des dépenses supplémentaires qui nous ont causé d'ailleurs, parce que le déficit actuel est de l'ordre de 1150. L'État a fait ça pour relancer l'économie. Parce que quand on sort d'une léthargie économique, il y a besoin d'investir davantage. Et puisque les partenaires, les investissements de l'étranger ne venaient pas, l'État se devait de prendre ses responsabilités. Et c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, en termes de recettes, le gouvernement compte sur quoi? Le gouvernement compte sur ces taxes. Et dans la plupart des pays qui se sont développés, c'est les ressources internes et restent les principaux facteurs de développement. Et je ne vois pas pourquoi est-ce que la Guinée ferait exception à ça. Si vous allez au Rwanda, si vous allez en Éthiopie, en tout cas au Maroc, tous les pays qui sont cités en exemple sont des pays qui augmentent substantiellement leurs ressources internes, que ce soit dans le domaine fiscal ou bien dans le domaine non fiscal. Dans la perspective de reconstruire l'économie, nous avons, entre autres objectifs, d'élargir l'assiette fiscale. Okay. Notre intention, ce n'est pas substantiellement d'augmenter le niveau d'impôt, mais de s'assurer que tous les contribuables se retrouvent dans l'assiette fiscale et qu'ils s'acquittent de leurs obligations fiscales. Donc, nous avons des réformes en cours, avec bien sûr le gouvernement qui vient d'être mis en place, d'élargir l'assiette, de lutter contre la fraude fiscale et de sécuriser les recettes fiscales éventuellement. Et en même temps, nous travaillons pour améliorer la qualité des dépenses, pour qualifier les dépenses publiques et limiter le maximum possible les déperditions. Donc, c'est toute cette batterie de mesures que nous mettons en place qui doivent certainement nous permettre justement de donner à l'État les moyens de sa politique. Il y a quelque chose souvent qu'on a du mal à comprendre. Ces dernières années, ces derniers mois, même avec en période d'épidémie Ebola, les indicateurs économiques de la Guinée étaient ouverts quand même. Il y a l'inflation qu'on disait maîtrisée, qui baissait d'ailleurs. Il y a aussi d'autres paramètres qui étaient bons. Donc parler de déficit maintenant là, on ne comprend pas trop. Alors l'inflation baissait pour différentes raisons. L'inflation baissait parce que la demande intérieure était relativement faible. Et vous savez, à un moment donné, nous étions presque dans une situation d'enfermement. Donc il y avait moins d'avions qui venaient de l'extérieur, il y avait moins de bateaux qui accostaient nos côtes, et il y avait moins de touristes qu'on recevait. Les investissements qui étaient prévus au cours de 2014-2015 ont été différés. Donc, alors, ce sont les sources de devises pour nous et les facteurs de développement commerciaux pour nous aussi. Alors, si ceci ne vient pas, il est évident que la demande intérieure baisse. Or, l'inflation est en rapport avec la demande par le coût. Donc, il y a aussi la baisse progressive des coûts des facteurs des matières premières, entre autres l'or, la bauxite, le diamant, le fer, ont vu tous leurs cours baisser. Tout ceci ont participé à cette baisse de l'inflation chez nous. Mais si vous voulez, ce que je peux dire par rapport à ce que vous venez de dire, c'est exactement en fait le résultat des efforts déployés par le gouvernement de maintenir le cap, parce que nous sommes inscrits dans un programme. Le programme de facilité élargie de crédit avec le FMI et la Banque mondiale. Qui a en vue, là. Il y a la 6e et la 7e revue qui sont prévues en mars prochain. Donc, en responsable, nous sommes tenus de respecter un certain nombre d'indicateurs, que ce soit des indicateurs qualitatifs ou des indicateurs quantitatifs. Donc, il était tout à fait normal, quand bien même il y avait des crises, de maintenir le cap et d'éviter des dérapages. Mais quand bien même on a fourni tous ces efforts, il est arrivé un moment où on a été amené à aller au-delà du déficit
Parce que le déficit budgétaire est passé de 6,5 autorisé à 7,1, ce qui représente à peu près 3% du PIB. Donc c'est énorme. Mais le FMI nous l'a accordé tout simplement parce que dans un contexte comme ça, il fallait que l'État procède à la relance de l'économie. Et qui dit relance de l'économie dit, puisqu'on n'a pas d'autres ressources par ailleurs et il n'y a pas d'aide budgétaire, il était tout à fait normal que l'on puisse trouver des sources internes, quitte à s'endetter ou à trouver, à travers des mesures fiscales, à travers l'endettement auprès de la banque, des banques commerciales, de quoi relancer l'économie. Aujourd'hui, projetons-nous dans une situation où le gouvernement se laisse convaincre par les syndicats sur la question de la baisse du prix du carburant. La Guinée va se retrouver dans quel type de scénario économique? Alors, je vais en venir à votre question, mais je voudrais juste vous rappeler qu'il y a pour nous deux principales sources de recettes. Il y a les ressources intérieures, qui reposent sur les recettes fiscales et les recettes non fiscales. Il y a des ressources en provenance de l'extérieur, y compris les aides budgétaires. Actuellement, à cause des difficultés que nous avons connues pour respecter les indicateurs, la plupart des partenaires qui doivent nous aider suspendent leur aide à la relance en fait, ou à l'obtention des revues 6 et 7. Dont le FMI se déciderait en fait en mars prochain, le 14 mars exactement. Alors, si seulement on n'atteint pas ou on ne respecte pas ces critères, ce qui pourrait se passer, c'est que les partenaires qui suspendent leur aide au quitus du FMI ne nous aideraient pas. On serait amené de se rabattre sur les ressources intérieures. Et là aussi, les ressources intérieures, puisqu'on n'a pas produit, on a connu un niveau de croissance de 1,1% en 2014, contre une prévision de 4,5%. On a connu un niveau de croissance de 0% en 2015, contre une prévision de 4% en moyenne. Alors, dans une économie où on ne produit pas, où est-ce qu'on peut trouver les ressources? Les recettes se payent sur la croissance, la production. S'il n'y a pas de production, comment on peut avoir des recettes? On ne peut pas continuer substantiellement à appauvrir en demandant davantage aux Guinéens. Donc il faut qu'à un moment donné que l'on prenne nos responsabilités, qu'on se dise seront les ceintures. C'est une cause commune. Dans tous les pays qui se développent, en tout cas, les ressources longues restent les ressources intérieures. Et il faut que tous les Guinéens comprennent ça dans ce sens. Le développement a un prix. Le développement a un prix et ce prix, c'est le sacrifice que les pays qui sont intéressés, ou bien les populations qui sont intéressées doivent consentir. Et c'est ce qu'on demande aux Guinéens. Comment vous pouvez expliquer aujourd'hui qu'on puisse réaliser toutes les infrastructures à travers la Guinée dans le cadre des festivités de l'indépendance? Comment vous pouvez expliquer qu'aujourd'hui, toutes les zones d'habitation à travers toute la Guinée, on a des écoles, on a des centres de santé, même si, je vous l'accorde, on a du mal à trouver des enseignants pour aller là-bas. Et d'ailleurs, pour la petite explication, la loi de finances 2016 prévoit le recrutement à peu près de 5000 personnes, des enseignants et des agents de santé qui doivent occuper ces différents établissements. Parce que le gouvernement tient à cela. Et le gouvernement tient à ça. Mais si on remet en cause ce programme-là, on risque de ne pas pouvoir recruter ces personnes-là. Or, c'est indispensable. L'expérience que nous avons tirée de Ebola nous permet de nous dire aujourd'hui qu'il y a un lien étroit entre le développement. En quoi? C'est pas que ça nous conforte en tout cas sur cette position, comme quoi il y a un lien étroit entre la santé et le développement, entre l'éducation et le développement. Monsieur le ministre, juste une question brève pour une réponse certainement rapide. Vous êtes quand même dans une situation de négociation, donc forcément il faudrait bien que les parties cèdent, donc comme dans un jeu d'échecs. Okay? Quel est aujourd'hui le pion sur lequel le gouvernement pourrait se dire ok, je vais livrer ça à l'autre partie pour pouvoir arriver à mon but, parce qu'il faut bien qu'on s'entende, qu'on se sorte de cette situation. Écoutez, quels sont les éléments sur lesquels vous lâcherez prise? Ne sont pas apparus sur la place publique. Les pensions, par exemple. On est venu trouver que, en tout cas dans les plateformes revendicatives, il était question de revaloriser les pensions. Il y a 7500 à peu près personnes qui touchent par trimestre à peu près 100 000. Le gouvernement a décidé de porter cela au SMIC. Ok.
440 000. Il était question aussi de faire une transposition de la grille salariale. Le gouvernement a consenti à ça aussi. La grille salariale actuelle. Actuelle. Il y a une nouvelle grille qui a été adoptée, donc nous allons procéder à la transposition. Donc ce qui reste maintenant, c'est le repositionnement. Mais sauf que quand on est arrivé à la table de négociation, le syndicat en tout cas, a estimé qu'il fallait mettre de côté toutes ces autres revendications et commencer par le carburant. Je pense que c'est ce qui fait que ces autres acquis ne sont pas connus. Mais c'est important que les Guinéens le sachent. Déjà, il y a eu des avancées certaines sur ces questions-là. Il y a eu des avancées certaines sur ces questions et le gouvernement est prêt à s'engager là-dessus. Est-ce qu'après la revue du FMI, il y a des perspectives à revoir avec même ces syndicats-là? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez demander un moratoire, comme le disait le porte-parole du gouvernement à un certain moment? Ce que nous avons demandé, ce n'est pas que nous refusons systématiquement de discuter sur cette question. Mais pour l'instant, vu l'objectif que nous visons, cette requête est difficile à accepter. C'est un moratoire qu'on a demandé jusqu'au 14 afin que notre dossier puisse passer devant le conseil d'administration du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Après cela, nous nous asserrons avec eux et nous discuterons. Pendant 4 à 5 ans, on a subventionné le carburant. Et tout ça, c'est pourquoi? Parce que le président de la République tient à consolider et renforcer le pouvoir d'achat des populations. Donc, je ne vois pas pourquoi il refuserait, si seulement les conditions s'y prêtent, de revenir sur cette question. Vous parlez de pouvoir d'achat. Il y a récemment eu l'augmentation de la TVA qui a suscité des cris au niveau de la société. Est-ce que vous tenez encore à revenir aussi sur la TVA? On est déjà revenu sur cette question. L'idée qu'on est en train de mûrir actuellement, parce qu'il y a deux types de TVA qui ont été adoptés. Il y a déjà certains produits qui étaient assujettis au taux de 18%. Leur taux a varié en passant de 18% à 20%. Il y a d'autres qui n'étaient pas du tout assujettis, notamment les huiles alimentaires et la farine, et dont les taux sont passés de 0 à 20%. C'est sur ces produits qu'on a suspendu. Okay. Il s'agit de la farine et les huiles alimentaires. On a suspendu la TVA. Et le manque à gagner ici, c'est de 100 milliards. Une augmentation du prix de ces denrées ne pourrait être justifiée. Ça peut se justifier, mais dans le contexte actuel, le gouvernement, prenant ses responsabilités, a estimé qu'il fallait surseoir à cette application. Nous sommes actuellement dans les réflexions pour trouver des solutions par ailleurs. Parce qu'il faut remarquer que rien que pour ces deux produits, le manque à gagner est estimé à 100 milliards. Et il faut que nous trouvions ça pour pouvoir maintenir les équilibres macroéconomiques. Monsieur le ministre, peut-être c'est pas à vous de soulever des questions où il y a trop de dépenses. On a des élections quand même à organiser. Et c'est quelque chose de 504 milliards. Et il y a donc le recrutement, vous faites quoi? Il y a la masse salariale à maîtriser. Est-ce qu'à l'état actuel de notre économie, la Guinée peut faire face à ces obligations-là? Nous pourrions faire face à ces obligations si nous avons les possibilités de maintenir actuellement les équilibres. Parce qu'en ce moment, on peut espérer obtenir de l'aide des partenaires pour pouvoir faire face à ces obligations et aussi de notre propre capacité. Parce que nous avons une prévision de croissance qui est estimée à 4%. Donc normalement, si seulement ces revendications étaient suspendues, nous serons en mesure d'y faire face. Et parce qu'il ne faut pas oublier, comme vous le dites d'ailleurs, que ça fait quand même des saignées pour l'État, ces élections. On sort d'une élection en 2015 et on rentre dans une autre élection en 2016. Et comment faire face à ça si on devrait baisser le prix du carburant? Autre élément aussi, qui n'est pas moins important, c'est que rien ne nous garantit aujourd'hui que cette baisse se reflèterait sur le prix des transports. Quelle baisse? La baisse qui est demandée par les syndicats. Parce que, sur le carburant? Oui, sur le carburant. On est passé de 10 000 à 8 000 l'année dernière. 20%. Mais est-ce que sur le transport, ça a changé? Les gens continuent toujours de payer les mêmes tronçons. Alors pourquoi l'État prendrait sur lui des charges aussi importantes et qui ne se reflèteraient pas sur les conditions de vie des populations? Les populations continuent de payer les mêmes choses. Mais là, ce sont les syndicats, les transporteurs et peut-être même certaines sociétés qui bénéficient de cette baisse-là. Et l'État, pour l'État, c'est une saignée financière.
Monsieur le ministre, nous avons du travail devant nous, disait George Bush père. Donc vous avez du travail encore devant vous. Effectivement, nous avons du travail et c'est de notre responsabilité d'y faire face. Merci Monsieur le ministre d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous qui avez suivi cet entretien avec le ministre du Budget, Dr Mohamed Lamine Doumbouya. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro la semaine prochaine. Merci.